Qu'est-ce qui peut être négocié quand on est en train de faire une transaction avec un vendeur et un acheteur? Donc, admettons, là, pour la présentation aujourd'hui, je vais me mettre dans la peau d'un acheteur qui veut acheter un plex ou un immeuble à revenus ou un immeuble semi-commercial, par exemple. Ça pourrait être aussi un chalet locatif, pourquoi pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut négocier? Donc, c'est vraiment de vous inspirer, d'ouvrir vos horizons. Donc, évidemment, les 2, 3 premiers, vous allez voir, c'est assez de la base. Puis ensuite de ça, mais peut-être que vous allez vous dire, hey, ça, je n'avais pas pensé à ça. Donc, en négociation, la règle de base, ce n'est pas compliqué. Il faut oser demander. Probablement qu'ils vont vous dire non la majorité du temps, mais dans certains cas, vous allez retrouver avec des vendeurs, un ou des vendeurs qui vont être un petit peu plus ouverts et qui vont vous aider dans votre créativité pour que la transaction puisse fonctionner. Donc, évidemment, le premier, ça va de soi, hein, c'est le prix de vente. Donc, vous allez faire une première offre d'achat, soit vous avez visité l'immeuble, vous n'avez pas encore visité l'immeuble, surtout quand c'est des plex ou des immeubles locatifs, souvent, on n'aura pas la chance de visiter l'immeuble donc avant de déposer une offre d'achat. Imaginez-vous devoir déranger les locataires tout le temps, là, à chaque fois qu'il y aurait un acheteur qui serait intéressé. Ça ne ferait pas de bon sens. Donc, on va faire une première offre d'achat basée sur notre connaissance du marché, du secteur, de l'immeuble, des revenus, de la fiche descriptive, donc des informations qu'on a obtenues. Et durant notre processus, évidemment, donc d'achat, on va faire une inspection, une visite des lieux, on va analyser les documents et c'est possible qu'on ait à réviser, donc faire une demande de modification du prix pour s'entendre. Donc ça, évidemment, je ne vais pas m'étaler là-dessus aujourd'hui, c'est la base. Hein. Donc, être capable d'offrir un prix qui va convenir et au vendeur et à l'acheteur. C'est la base de la négociation. Et beaucoup de personnes vont s'arrêter uniquement à ça. Évidemment, dans le cas des maisons, les gens, c'est surtout le prix qu'ils vont négocier. Mais quand on est en train d'acheter un immeuble locatif, il y a plusieurs autres éléments qu'on va être capable de négocier qui vont être pertinents. La date de la transaction. Et là, je vais donner des exemples concrets où un vendeur, moi j'ai eu un cas par exemple il y a quelques années, la vendeuse partait en Italie 3 semaines après que j'avais fait l'offre d'achat et elle voulait absolument que ça soit notarié avant son départ pour l'Italie, quitte à accepter un prix plus bas. Okay, donc, il y en a parfois qui sont pressés, ils veulent se débarrasser de leur actif, ils veulent se débarrasser de leurs problèmes. Dans certains cas, c'est un problème là, de devoir gérer un immeuble. Donc, ils veulent une transaction rapide. Dans d'autres cas, les gens, ils veulent prendre tout leur temps pour une raison fiscale, par exemple. Donc, vous vous entendez au milieu d'année, mais le vendeur a déjà vendu 1 ou 2 immeubles en début d'année et il préférerait faire cette transaction-là après le 31 décembre pour pas qu'il y ait un taux d'imposition trop élevé cette année-là, pour ne pas payer trop d'impôts. Donc, dans certains cas, la date peut être flexible. Des fois, c'est à l'avantage de l'acheteur. Des fois, ça peut être à l'avantage du vendeur. Idéalement, il faut trouver les deux. Vous allez voir tantôt, j'ai mixé cette stratégie-là avec une autre stratégie que je vais donner dans quelques minutes. Mais dans certains cas, moi, dans du semi-commercial, imaginez-vous que je voudrais acheter un semi-commercial vacant. Donc, le loyer commercial, là, il est vacant. On est en plein hiver, il fait froid et c'est le propriétaire qui doit assumer les frais de chauffage pour un immense local de 10 000 pieds carrés. Ça se peut que j'essaie de retarder, moi, ma transaction pour l'allonger, pour être capable d'acheter ça au printemps quand j'aurais plus besoin de chauffer mon immeuble. De un. Deuxièmement, mais peut-être que si mon local commercial est vacant, je veux peut-être retarder également le plus possible pour être capable de rechercher moi-même de mon côté un locataire commercial qui va occuper mon local commercial. Donc, j'ai avantage à étirer dans le temps pour ne pas devoir assumer un immeuble qui est vacant. Donc, il y a plusieurs petites stratégies qui peuvent être faites également avec la date de la transaction. On va vouloir, ça c'est une stratégie que vous avez peut-être déjà entendue, mais on va toujours essayer de notarier ça le 2 du mois, le 3 du mois pour pouvoir collecter dès le début du mois les loyers du mois au complet. Donc, si vous notariez ça le 2 du mois, mais le propriétaire, lui, avait la responsabilité de collecter les loyers le premier jour du mois. Donc, le 2 du mois, qu'il les ait collectés ou pas, le notaire va les calculer comme si ça avait été payé et ils vont vous remettre, le notaire va faire un calcul et vous remettre le loyer pour tout le mois qui vient. Et vous, de votre côté, votre premier versement hypothécaire va commencer 30 jours ou 1 mois après avoir notarié cet immeuble-là. Donc, vous collectez dès le jour 1 les loyers du mois qui est en cours, mais vous ne collectez pas tout de suite, vous ne payez pas tout de suite votre hypothèque. Et même si votre hypothèque commence le 2 du mois prochain, mais la journée d'avant, qui va être le 1, vous allez être capable de collecter un 2e mois de loyer. Donc, vous allez avoir collecté 2 mois de loyer avant de payer une petite hypothèque. Donc, un petit truc et astuce qui peut valoir quand même quelques milliers de dollars et vous aider à payer, par exemple, votre taxe de bienvenue ou votre notaire.
L'augmentation des loyers envoyés aux locataires. Donc là, présentement, au moment où j'enregistre cette vidéo-là, on est en début d'année. Ceux qui sont encore un peu en retard n'ont pas encore envoyé leur avis de reconduction de bail. Il y en a qui attendent là, des propriétaires là, au mois de mars, à la fin du mois de mars. Si je suis en train de faire une transaction, c'est une des premières questions que je vais demander, c'est est-ce que vous avez déjà envoyé vos avis de reconduction de bail? Et sinon, surtout si les loyers sont très bas, ben, on va vouloir négocier directement, puis on va vouloir dire au vendeur, ben j'aimerais ça que tel loyer soit mis à tel prix, tel prix, tel prix. On peut même prendre en charge l'élaboration des lettres, lui va les signer, puis les envoyer au locataire. Donc, c'est une stratégie également là, pour s'assurer qu'il ne va pas juste envoyer un 5 ou un 10 là. Donc, on va vouloir s'assurer qu'on va respecter tout de suite là, la grille du TAL au minimum là, pour augmenter tout de suite et optimiser nos revenus. Négocier des inclusions. Hein? Négocier des inclusions, ça peut être des outils. Donc, imaginez-vous qu'il y a une salle avec des outils. Ben, les outils, ça vaut peut-être quelques centaines, quelques milliers de dollars. Donc, pourquoi pas négocier, dire j'aimerais que ça en fasse partie. Négocier des meubles. Si vous êtes dans un chalet locatif, si vous êtes dans un immeuble proprio-occupant où le vendeur va quitter, il y a peut-être des électros qui vont vouloir vous laisser, des meubles, et vous pourriez peut-être en profiter pour dire, ben, je vais louer ça, tout meublé. Nous, on aime bien ça louer avec des électroménagers. J'entends des histoires d'horreur. Nous, on ne vit pas du tout d'histoires d'horreur par rapport à ça depuis 15 ans. Et dans certains cas, de louer tout meublé à une clientèle immigrante, à des Français en PVT, programme vacances-travail, ben, on est capable d'aller chercher un loyer encore plus élevé. Donc, pourquoi pas? J'ai déjà vu quelqu'un qui a fait une transaction, puis dans un entrepôt, il y avait un tracteur Kubota qui valait 40 000 $. Il l'a mis dans les inclusions. Et après la transaction, il a revendu le tracteur à gazon. Donc, le tracteur pour faire le déneigement, c'était plus qu'un tracteur à gazon, c'est un gros tracteur. Donc, pourquoi pas? On osait demander donc ce qui serait prêt à laisser. Donc, peut-être que même ça va peut-être le libérer dans certains cas. Autre petit truc, dans certains cas, surtout si dans le cas de décès de parents, par exemple, les enfants ont hérité de la propriété, pour leur éviter dans certains cas une surcharge émotive et de travail, de devoir vider le logement, par exemple, qui était occupé par le mère ou le père, ben, on pourrait dire prenez ce que vous voulez garder, puis nous, on va s'occuper de se débarrasser du reste. Donc, on l'a déjà fait dans une transaction, ça l'avait soulagé les gens. On avait eu quand même plusieurs milliers de dollars de travail et de containers pour vider le logement, mais dans certains cas, ça peut faciliter une transaction également. La balance de vente, qui est donc moi quelque chose que j'aime bien, quelque chose que j'enseigne dans mon programme d'accompagnement également. Donc, il faut oser le demander. C'est plus difficile, évidemment, dans une maison, là, entre deux individus qui vont, un qui vend sa maison, l'autre qui va aller l'occuper. Mais dans les plex, dans les multi-logements, dans les immeubles commerciaux, semi-commerciaux, industriels, c'est assez fréquent de retrouver une balance de vente ou une balance de prix de vente ou un solde de vente ou un solde de prix de vente. Là, il y a plusieurs synonymes à ça. Donc, ça, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas ça? C'est quand le vendeur accepte de ne pas avoir complètement son argent lorsqu'il va passer chez le notaire. Donc, vous vous entendez avec lui pour acheter un immeuble à 1 million de dollars. Vous obtenez un prêt, par exemple, de 700 000 dollars et le vendeur vous accorde un solde de vente de 100 000 dollars, par exemple. Il y a un 100 000 $ que le vendeur ne va pas recevoir lorsqu'il va passer chez le notaire. Il va recevoir 900 000 et il va rester créancier pour un montant de 100 000, par exemple. Donc là, j'ai pris à peu près l'équivalent de 30 % de la mise de fonds. Ça va dépendre des institutions financières. Ça peut être vraiment pratico-pratique. Là, je ne rentre pas dans les détails techniques et dans les trucs de la SCHL présentement par rapport à ça. Je vais juste rester sur les grands concepts par rapport à la balance de prix de vente. Donc, qu'est-ce qu'on peut négocier si le vendeur est ouvert à une balance de prix de vente? Par exemple, un cas récent, nous, quand on a acheté nos bureaux, c'était un triplex semi-commercial. Le vendeur n'avait plus d'hypothèque. Le vendeur avait déjà vendu plusieurs dizaines de ses immeubles. Il n'avait pas besoin de son argent à court terme. Il voulait faire une économie d'impôt parce qu'il avait déjà vendu d'autres immeubles dans la même année. Il a accepté de nous laisser, nous, 80 000 $ sur la table, puis on avait une période de 3 ans pour le rembourser. Donc, on s'est entendu sur un montant, 80 000. On s'est entendu sur la durée, 3 ans. On s'est entendu sur la garantie. Donc, évidemment, le vendeur ne veut pas juste nous prêter de l'argent comme ça sans garantie. Donc, il faut lui donner une garantie hypothécaire. Donc, le notaire va venir enregistrer une hypothèque de deuxième rang. Donc, la banque va être en première position, en premier rang, et ensuite, le vendeur va avoir une hypothèque, donc une garantie sur l'immeuble en deuxième position. On s'entend sur un taux d'intérêt qui fait l'affaire du vendeur, qui fait l'affaire de l'acheteur. Donc, dans notre cas, je pense qu'on était à 4 %
pour 3 ans. Puis là, tout se renégocie dans la vie. Donc, nous, notre plan A, plan B, plan C n'a pas fonctionné parce que les taux ont excessivement monté dans le commercial, bien, de façon générale, là, depuis 3 ans. Mais dans le commercial, c'est encore pire. Donc, on s'est retrouvé on ne peut même pas penser refinancer cette propriété-là. Donc, on vient de renégocier avec lui pour une extension de 2 ans. Donc, à un taux de 6 %. Donc, dans ce cas-là. On négocie également avec le vendeur les modalités de remboursement. Donc, par exemple, sur 3 ans, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc, est-ce qu'on va payer rien pendant 3 ans? Donc, c'est-à-dire que je ne paie ni capital ni intérêt pendant 3 ans. Ou est-ce que je vais rembourser uniquement les intérêts? Est-ce que je vais payer les intérêts une fois par année? Est-ce que je vais payer les intérêts à tous les mois? Qu'est-ce qui se produit également dans 3 ans si je n'ai pas les fonds nécessaires pour rembourser complètement la mise de fonds? Est-ce que le vendeur accepte de renouveler l'entente pour un 2-3 ans supplémentaires? Donc, ce sont tous des éléments qui peuvent être renégociés et ou exigés même par l'institution financière dans certains cas. Donc, on peut s'amuser avec ça. Donc, moi, j'ai eu une balance, ma plus belle balance de vente, c'était sur un immeuble 100% commercial. Et le vendeur nous a accordé une balance de prix de vente représentant 85 % du prix d'achat. Il y a l'immeuble pas tellement cher parce qu'il était vacant, 350 000. Les vendeurs nous ont fait une balance de prix de vente de 300 000 à 0 % d'intérêt pendant 1 an. Et la deuxième année, on était à un taux de 5 %. Donc, on avait 2 ans finalement pour rembourser les vendeurs et optimiser notre immeuble de notre côté pour être capable de les rembourser, ce qu'on a fait l'année passée. Petite mini-pause publicitaire. Donc, pour ceux qui seraient intéressés à recevoir ma masterclass qui s'appelle « Comment les investisseurs immobiliers parviennent à devenir millionnaires avec l'immobilier locatif ». C'est un 40-45 minutes que vous pouvez écouter. J'ai fait une démonstration avec comment seulement l'achat de 3 immeubles à l'année, donc le jour 1, à l'année 5 et à l'année 10, comment une personne à peu près là, avec des plex, je ne parle même pas de multilogements, donc quelqu'un qui achète très tranquillement, comment il va presque assurément avoir 1 million d'actifs nets au bout de la 15e année. Donc, pour quelqu'un qui n'est pas très actif. Donc, vous n'avez qu'à écrire dans les commentaires, dans Facebook ou dans YouTube, le mot masterclass. Je vais vous envoyer le lien pour l'obtenir. Et si jamais, pour ceux qui sont un petit peu plus pressés et qui voudraient faire un appel avec moi de 45 à 60 minutes, j'appelle ça un appel découverte. Je l'ai appelé « Liberté avec l'immobilier ». Donc, pour voir si vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'accompagnement, vous avez besoin d'être formé, puis vous voudriez que je vous accompagne pendant plusieurs mois. Donc, si vous êtes intéressé à en savoir davantage, puis voir si on est un bon fit pour travailler ensemble, puis si je juge qu'on est un bon fit pour travailler ensemble, avec votre autorisation, évidemment, je vais vous présenter mon programme d'accompagnement. Donc, vous avez juste à marquer le mot « appel » dans les commentaires, puis je vais vous envoyer le lien pour avoir accès à mon calendrier. Un autre que les gens ne pensent pas souvent, une autre stratégie de négociation, dans l'offre d'achat, demandez au vendeur de vous faire mettre gestionnaire de l'immeuble ou gestionnaire de certaines unités dans l'immeuble, et ce, avant même la transaction. Donc, par exemple, le propriétaire vous indique qu'un logement va se libérer, le locataire va quitter au mois de juillet, vous êtes en train de faire la transaction, vous êtes au mois de mars, il reste encore 3 mois, le propriétaire n'a pas encore mis en location l'annonce, mais vous pourriez lui demander, par exemple, de prendre en charge la relocation de ce logement-là. Donc, c'est-à-dire que vous allez faire visiter le logement, mettre les annonces, vous allez vous occuper de filtrer les locataires et de signer le nouveau bail, même si vous n'êtes pas propriétaire, donc vous seriez le locateur, pour être capable de le remettre au prix qui vous convient et de choisir le locataire qui vous convient. Donc, moi, je l'ai déjà fait pour un logement, on l'a déjà fait pour un local commercial, et je vois de plus en plus de personnes qui vont, et ça va être de plus en plus populaire dans les prochaines années, se faire mettre gestionnaire plusieurs mois avant une transaction pour être capable de déjà optimiser les finances, les revenus, les dépenses pour faciliter le financement après coup. Donc, on s'entend peut-être qu'on va être gestionnaire pendant 8 mois, 9 mois, 10 mois. Il y en a même qui vont oser prendre des risques et de faire des travaux dans l'immeuble. Donc, faites attention, il faut quand même vous protéger, mais avant de faire cette transaction-là. Donc, il faut vraiment bien faire notre contrat, mais on est déjà capable d'aller augmenter les revenus et diminuer les dépenses et de choisir nos locataires ou de faire un roulement de locataires, par exemple, dans des immeubles commerciaux. Là, ça peut être extrêmement pratique. Donc, avant la transaction. Demandez à avoir un droit de regard sur la sélection des locataires. Donc, si le propriétaire désire s'occuper lui-même de relouer les logements avant la transaction, donc si la transaction elle a lieu au mois de septembre, il va peut-être dire, ben, écoute, c'est moi qui va prendre en charge la relocation des logements, par exemple. Mais vous pourriez peut-être demander à dire, on aimerait ça valider les candidatures
qui vont être approuvés parce qu'après coup, évidemment, c'est vous qui êtes pris avec, c'est un mauvais choix de locataire, ben, il est là pour longtemps. Hein. Ils ont un droit à vie de rester ou presque là, dans votre immeuble. Demander, dans certains cas, moi je l'ai déjà fait par exemple dans un immeuble commercial, un semi-commercial, on avait un local commercial vacant et on a demandé au vendeur, on lui a fait signer une procuration. Donc évidemment, une fois que l'offre d'achat était finalisée, là, on avait mis la clause là-dedans et on lui a fait signer une procuration. Donc on a toutes fait les lettres comme quoi on était mandaté pour le représenter lui, pour aller demander un changement de zonage, donc un changement d'usage qui était autorisé dans un local commercial. Donc, pour être capable, donc avant même la transaction, hein, nous, on avait fait un offre d'achat, je pense, au mois d'août, au mois de septembre. On faisait la transaction au milieu du mois de décembre. Mais pendant tout ce temps-là, nous, on voulait déjà être en train de chercher des locataires commerciaux et l'usage permis par la ville n'autorisait que des commerces de détail, par exemple. Ça n'autorisait pas des bureaux, on n'avait pas le droit d'avoir un bureau d'avocat, un bureau de comptable, etc. Il fallait que ça soit une vente au détail, il fallait vendre des produits ou des services. Là. Donc, on avait comme entamé, en fait, dans ces 4 mois-là, donc un changement d'usage. Et pour y éviter tous les problèmes, bien, c'est nous qui avons fait la demande, qui avons payé les frais de 1 500$ à la ville, etc. Donc, on avait gagné déjà quelques mois dans notre processus. Pourquoi pas? Demander une garantie de loyer. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça mange en hiver, une garantie de loyer? Ça se fait et dans le résidentiel et dans le commercial. C'est par exemple, si vous avez des loyers vacants, un logement vacant ou plusieurs logements vacants. Je parlais avec un de mes étudiants la semaine passée, il analyse un deal en région et l'immeuble est à peu près au tiers vacant, qui est 30% vacant. Bien, une des stratégies, bien, en plus que moi, je me ferais mettre gestionnaire à l'avance pour reprendre le contrôle sur la location. Bien, de 2, demander aux vendeurs de nous garantir les loyers pour, par exemple, 12 mois. Donc, comme si les loyers étaient pleins pendant 12 mois suite à la transaction. Donc, généralement, le notaire va faire une retenue d'argent. Donc, il ne va pas décaisser tout l'argent au vendeur après la transaction. Il va faire une retenue. Et si jamais il y a des mois où les loyers ne sont pas loués, avec justification, bien, le notaire va remettre cet argent-là à l'acheteur, finalement. Donc, nous, on avait déjà fait ça dans le cas d'un logement et dans le cas d'un commerce. On avait même obtenu, payé à l'avance dans notre cas, 14 mois de loyer. Donc, le vendeur s'engageait à nous payer 14 mois de loyer parce que lui occupait un appartement et un commerce. Et il nous avait payé 14 mois de loyer à l'avance chez le notaire. Donc, on était sûr qu'on allait être payé. C'était payé à même les fruits de la transaction. Dans d'autres cas, j'ai déjà eu un vendeur il y a à peu près 18 mois, 1 an, 18 mois. C'était pour un immense immeuble 100% commercial vacant. Et le vendeur était prêt à nous faire une garantie de loyer de 200 000 $. Donc, c'était comme si c'était l'équivalent d'1 an de loyer potentiel de l'immeuble. Et bien, ça nous permettait, nous, d'avancer la transaction, d'aller chercher un prêt, de garantir qu'on n'allait pas être à bout d'argent au bout de 3-4 mois, donc de remplir l'immeuble parce que la personne ne voulait pas s'en occuper. Donc, c'est quelque chose qui peut également être demandé. Donc, négocier le départ d'un locataire. Donc, moi, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Donc, le premier immeuble que j'ai acheté, d'ailleurs, il y a 15 ans, je l'avais fait. J'avais acheté autour de ce mois-ci, donc en début d'année, et je voulais, moi, occuper mon immeuble à partir du 1er juillet. Mais la date pour faire une reprise légale, qui est de 6 mois avant le 1er juillet, dans mon cas, donc il aurait fallu les aviser avant le 31 décembre, ben, la date, elle était passée. Donc, les locataires, moi, j'ai dit, j'achète cet immeuble-là, mais à condition que le vendeur nous arrive avant le notaire avec une lettre de résiliation de bail pour l'immeuble, pour le logement en question, que moi, je voulais aller l'habiter. Puis, c'était le vendeur qui a dû aller négocier. La date de départ, le montant, donc des loyers. À l'époque, c'était des loyers gratuits, donc il leur avait laissé 3 ou 4 mois de loyer gratuit. Dans un autre cas, nous, on avait acheté un quadruplex à Montréal, puis il y avait un locataire qui avait un appartement complètement insalubre. Et il ne payait pas son loyer, il y avait un cas à la régie du logement. C'était dégueulasse. Là. Donc, nous, on avait mis une clause comme quoi, avant d'arriver au notaire, le vendeur devait nous arriver encore avec une lettre de résiliation, sans quoi l'offre d'achat devenait nulle et non avenue. Okay, donc, on voulait se débarrasser de ce locataire-là et il avait été négocié. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait fait, là, il avait certainement payé, mais le locataire était parti. Donc, il y a plein de propriétaires qui ne seront peut-être pas intéressés. Là, c'est à vous de juger pour voir si ça vaut la peine ou si ça ne vaut pas la peine, mais il y a moyen de le demander. Donc, si vous ne le demandez pas, ça ne va juste pas arriver.
Demandez au propriétaire, peut-être suite à l'inspection ou lors de votre négociation, d'effectuer certains travaux avant de faire la transaction. Donc, par exemple, il faut refaire des balcons, il faut changer une fenêtre, il faut changer la toiture. Donc, on pourrait lui demander d'effectuer certains travaux. Moi, je l'ai déjà fait. Donc, on avait eu un cas où il y avait une toiture qui avait énormément de glaçons sur un quadruplex, puis on avait dit qu'il fallait que les vendeurs fassent inspecter par des professionnels et règlent le cas à notre satisfaction avant la date de la transaction. Donc, c'est ce qu'il avait fait. Donc, il avait dû améliorer toute l'aération et l'isolation dans un toit là, en pente à notre satisfaction, puis ça avait réglé le problème. Donc, nous, on n'a pas eu à débourser ce montant-là. On a eu un cas où on avait des balcons qui devaient être changés avant une certaine date, avant la date de notre transaction. Et si ce n'était pas le cas, si ce n'était pas fait avant la date de la transaction, bien, les vendeurs s'engageaient à nous remettre, je ne me rappelle plus, là, 10 ou 15 000 chez le notaire parce qu'il n'avait pas fait les travaux, donc dans certains cas. Donc, il était prêt à faire les travaux, mais pour toutes sortes de raisons, s'il ne les faisait pas, on recevait un montant d'argent chez le notaire. C'était écrit dans notre offre d'achat, la banque était au courant, il n'y avait rien caché par rapport à ça. À voir si vous voulez que le vendeur fasse les travaux ou si vous voulez les faire vous-même. Hein. Si vous pensez qu'il va bâcler les travaux, on ne le fait pas comme ça, mais c'est tous des petits éléments qui peuvent se négocier. Et j'en ai un dernier qui est, j'ai l'impression, on le voit de plus en plus là, dans les transactions, là, même sur Centris. Là. Donc, des gens dans le multilogement, dans les plex, les gens qui disent, vous pouvez l'acheter, mais il faut assumer l'hypothèque. Ou dans certains cas, c'est une exigence du vendeur. Dans d'autres cas, c'est une demande de l'acheteur. Moi, je l'ai demandé dernièrement pour c'était un triplex, à peu près le mois dernier. Donc, j'ai demandé à assumer l'hypothèque. Il restait encore 3 ans à une hypothèque, 2 ans à une hypothèque assez basse. Les vendeurs m'ont dit que ce n'était pas possible. Est-ce que c'est la banque qui a dit non? Est-ce que c'est les vendeurs qui ne voulaient pas? Donc, dans notre cas, ça avait été refusé, mais pourquoi pas? Donc, dans certains cas, là, il y en a qui ont négocié des taux très, très bas juste avant la montée des taux, là, il y a 2 ans. Puis, il peut rester encore plusieurs années à des taux de 1 point CUC, 2 points CUC. Donc, ça peut être vraiment intéressant de faire une assumation d'hypothèque donc pour 2-3 ans restants jusqu'au prochain renouvellement. Donc, ça nous assure là, une certaine stabilité, un certain cash flow. Je ne sais pas si vous pensez à d'autres éléments. Donc, si vous pensez à d'autres éléments, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Ça va me faire plaisir d'updater cette vidéo-là plus tard pour nous inspirer. Donc, dites-moi, qu'est-ce que vous avez déjà réussi à négocier de plus extravagant ou de plus hors norme? Je suis toujours intéressé à apprendre par rapport à ça. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Si jamais vous voulez faire un appel avec moi, un appel découverte, si vous avez besoin d'accompagnement, marquez le mot « appel » dans les commentaires. Si jamais vous voulez recevoir le lien pour la masterclass « Comment devenir millionnaire avec 3 transactions sur 10 ans », donc de façon très, très tranquille, marquez le mot « masterclass » dans les commentaires. Je vais me faire un plaisir de vous envoyer ça.